Adama Bictogo, c'est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le maire de la commune de Yopougon et un poids lourd du RHDP au pouvoir. Monsieur Bictogo, bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, on va évidemment parler de l'élection présidentielle du 25 octobre. Le président Alassane Ouattara a été désigné candidat à cette présidentielle par votre parti lors du congrès le 21 juin, mais il n'a pas encore confirmé si oui ou non il allait être candidat. Il a déclaré « Je vous ai entendu, je prendrai dans les prochains jours une décision après mûre réflexion ». On est plus qu'à quelques jours, on est à 2 semaines. Que se passe-t-il? Est-ce que vous pensez que le président ne va pas y aller? Merci. Je voudrais d'abord saluer la grande mobilisation des militants qui s'est exprimée non seulement pendant les pré-congrès et pendant le congrès le 21 juin. Et le RHDP a fait la démonstration de ce que le RHDP est le premier parti de Côte d'Ivoire. Ce congrès avait 2 points essentiels. Le premier point, c'était donc de désigner le candidat, le président Alassane Ouattara comme président du parti, parce que c'était le renouvellement des instances, ce qu'il a accepté, donc il a été élu président du parti à l'unanimité. Le deuxième point, c'était donc de présenter le candidat président du RHDP comme candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025. Effectivement, sur ce point, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a demandé que nous lui accordions quelques jours. On est à plus que quelques jours. Et il faut noter aussi que dans son discours, il a dit « Je suis le président de tous les Ivoiriens ». Je veux donc vous faire noter que la date limite des dépôts des candidatures, c'est le 26 août. Donc je crois que quelques jours, on peut même aller jusqu'au 20 août pour qu'il s'exprime. Donc je pense pas que le temps soit un problème aujourd'hui en ce qui concerne donc l'annonce de sa candidature. Vous êtes sûr, vous, qu'il va être candidat? Mais il n'y a pas de doute. L'ensemble, si, il y en a, hein. Non, il n'y a pas de doute. L'ensemble des militants, aussi bien pendant le pré-congrès et le congrès, comme ils se le voient, a réclamé sa candidature. Et cette candidature, elle repose sur des faits. De 2010 à 2025, le président Alassane Ouattara a transformé de façon structurelle l'économie de la Côte d'Ivoire. Le président a transformé la Côte d'Ivoire. Donc les fondamentaux au plan économique sont tels qu'aujourd'hui, nous, RHDP, avons pensé que nous devons nous installer dans la continuité, la stabilité, pour une paix durable et un développement. Vous savez, sans développement, il n'y a pas de paix, mais sans paix, il n'y a pas de développement. Pourquoi ce point d'interrogation? Est-ce que vous vous posez la question, est-ce qu'il ne va pas y aller? Est-ce qu'il y a en effet la possibilité qu'il n'y aille pas? Et que se passe-t-il dans ce cas-là? Parce que lors de scrutin précédent, il avait préparé sa succession. Oui. Là, il n'y a personne. Oui. Mais il n'y a pas de doute. En ce qui me concerne, si vous voulez mon avis personnel, oui, il va y aller. D'accord. Je peux vous assurer que M. Alassane Ouattara sera donc candidat, bel et bien candidat, en octobre 2025. Donc, si jamais vous vous trompez, qu'est-ce qui se passe? Ça affaiblit le parti, ça veut dire que les ambitions vont se déclarer. On parle peut-être du vice-président, du Premier ministre, de Patrick Hachi, peut-être vous? Vous savez, nous avons un parti organisé. Le président... Mais pas pour ça. Voilà. Si. Le président a été élu président du parti. Il y a un parti. Et vous venez de citer des personnalités. Ce sont des personnalités, effectivement, qui comptent. Et le président l'a toujours dit, il dispose en son sein des cadres, des hauts cadres. Au moment venu, vous savez, nous avons un président qui se projette toujours. Je reste convaincu que le président, en lui-même, dispose en son sein, par lui-même, les différents scénarios. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude quant à toute possibilité qui pourrait s'offrir donc au RHDP. Mais je peux vous garantir et vous assurer que le président sera bel et bien candidat en octobre 2025. Si jamais votre diagnostic est faux, est-ce que vous pourriez imaginer une candidature ou vous l'excluez totalement? Si jamais le président venait à ne pas être candidat, j'appartiens au RHDP et depuis près de 32 ans, j'ai toujours été un homme de mission. Le président m'a toujours confié des missions et je les ai toujours accomplies. L'une de ces missions, c'est bien la mairie de Yopougon, quartier que j'ai jamais habité,
et qui répondait plus de l'opposition. Fief de Laurent Gbagbo. Fief de Laurent Gbagbo. Mais le président m'a envoyé en mission et j'ai gagné. Il m'a envoyé en mission à l'Assemblée nationale. J'ai été élu à 99%. Donc, à chaque fois que de besoin, je réponds à ces appels. Si le président considère que pour telle ou telle mission, je suis l'homme de la mission, parce que la compétence ne vaut que par l'enjeu et le contexte. Si le contexte et l'enjeu fondent que le choix du président doit être ma personne, je répondrai à son appel. Donc je suis un homme de mission aux côtés du président Alassane Ouattara. Le contexte électoral est tendu. Les principaux candidats, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet, ne peuvent pas être candidats. Cela crée beaucoup de frustration chez eux, d'inquiétude dans le monde, parce qu'on se dit cette élection ne va pas être inclusive et pourrait à nouveau créer des tensions, voire de la violence. L'histoire de la Côte d'Ivoire, à ce niveau-là, est évidemment préoccupante. Est-ce que ce sera une mauvaise élection en raison de l'exclusion des principaux candidats? La qualité de l'élection, elle est fondée sur le taux de participation, d'une part, la transparence de l'élection pour l'annonce de résultats fiables. Donc, il faut dissocier la qualité de l'élection et de ceux qui doivent y participer. Vous avez cité ceux qui ne participent pas. Permettez que, en tant que président de l'Assemblée nationale, je sois respectueux de la séparation des pouvoirs. Tous ceux que vous avez cités, pour certains, sont frappés d'interdiction de faire valoir leurs droits civiques. Et pour Tidjane Thiam, parce que pour les autres, Soro, Blé Goudet et le président Gbagbo, c'est ce que je viens de dire. En ce qui concerne donc Tidjane Thiam, c'est la loi de 1961. Donc c'est pas une loi dédiée, c'est une loi qui existait. Qui n'a jamais utilisée. Qui n'a jamais été utilisée. Sauf pour lui. Ben, qui n'a jamais été utilisée. Il se trouve, c'est un peu comme certaines maladies. Vous savez, parfois, il y a des gens qui ont des maladies et qui représentent peut-être 1% dans la population mondiale. Mais vous comprenez bien la perception que ça... On a l'impression qu'on élimine la perception est une chose, la loi est une autre. Ça ne vous inquiète pas, la perception? Non, absolument. On ne peut pas être un homme politique sans tenir compte de la perception. Mais ce que je veux dire, le président Alassane Ouattara, ni le gouvernement, ni le pouvoir en place, n'est à la base de l'impossibilité du président du PDC, Tidjane Thiam, à s'inscrire sur la liste électorale. Lui dit le contraire. Non, il s'est trouvé qu'il a été frappé par la loi de 1961. Loi qui a été prise du temps du président Houphouët-Boigny, dont il est le petit-fils. Donc je considère que accuser le gouvernement et le président Alassane Ouattara d'exclusion de certains candidats, je dis non, il y a le respect de la loi. Maintenant, pour terminer, je voudrais dire que le président peut apprécier. Si le contexte politique impose qu'il y ait, parce qu'il y a une forte tension, pour l'heure c'est pas le cas, moi je ne vois pas de tension en Côte d'Ivoire, je ne vois pas de grandes préoccupations. Ce que je veux dire, c'est que si, naturellement, le pays se retrouvait dans une situation de tension très forte, en tant que président de la République, il a bâti pendant ces 15 ans la transformation de la Côte d'Ivoire autour d'éléments fondateurs tels que la paix, la stabilité, la cohésion sociale. Donc, il n'y a pas meilleure personnalité plus que le président pour donc maintenir cette stabilité et la paix. Donc, voilà. Dernière question, vous étiez ici en France, l'Assemblée nationale française a voté à l'unanimité un texte de loi prévoyant la restitution du tambour parleur qui avait été saisi en 1916 durant la période coloniale. Est-ce que c'est juste un geste ou est-ce que vous pensez que ça va ouvrir peut-être des perspectives pour des restitutions pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique? Oui, je voudrais d'abord dire qu'à l'occasion de l'Assemblée parlementaire francophone, cette visite officielle a permis donc effectivement de bénéficier et d'obtenir donc ce document juridique
relevant donc d'une loi adoptée par l'Assemblée nationale, montrant ainsi que l'excellence des relations entre nos deux pays et entre nos deux chefs d'État a permis donc le retour de ce tambour-parleur qui est une symbolique, qui montre que en fait, il y a certes les institutions, mais il y a le respect de nos cultures. Ce tambour est l'expression donc d'une des cultures de la Côte d'Ivoire. Donc nous souhaitons effectivement que ce retour de tambour parlant soit donc le début d'une restitution organisée de l'ensemble de tous nos biens qui se trouvent ici, culturels, en France. Mais je voudrais une fois de plus saluer cette relation que nous entretenons avec la France. Nonobstant les mutations qui se font dans nos pays, il est bon qu'en plus donc de l'excellence de ces relations, que nous puissions revisiter certains supports qui fondent nos relations. Et cela va avec donc l'évolution des choses. Nous sommes dans un nouvel ordre géopolitique, dans un nouvel ordre politique mondial. Donc il est plus que bon que nous renforcions le multilatéralisme, que nous renforcions donc le bilatéralisme. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et la France entretiennent des relations historiques et culturelles très soutenues. Et nous pensons que pour la France et pour la Côte d'Ivoire, pour les générations à venir, il est bon, souvent, à chaque fois, chaque dizaine d'années, de revisiter certaines conventions pour que, justement, nous puissions épouser le nouvel esprit qui habite donc l'ensemble des générations des deux peuples. Adama Bictogo, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes.